Yorana Kuraura, pleurer facilement, être vite submergé par les émotions, ressentir les choses plus fort que les autres, mais aussi avoir une grande intuition, une empathie hors norme ou une créativité débordante. L'hypersensibilité, c'est tout ça à la fois. Pour mieux comprendre ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Veyana Samwit, qui est psychologue au pôle santé mentale du CHPF, Yorana, Yorana, et Aurélie Torres, qui est une personne à haute sensibilité, Yorana. Yoranari. On va décortiquer ensemble ce qu'est réellement l'hypersensibilité, comment elle se manifeste et surtout comment mieux vivre avec. C'est tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. Selon la psychologue et chercheuse en psychologie américaine Hélène Aron, à l'origine de cette idée, 15 à 20% de la population mondiale serait hypersensible et juste avant l'émission, j'ai appris que ça avait même augmenté jusqu'à 30%. En Polynésie française, il est vrai, les chiffres précis manquent, mais il existe tout de même des cas neuroatypiques car oui, contrairement à une idée reçue, l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. On va beaucoup le répéter lors de cette émission, ce n'est pas une maladie, mais alors, est-ce une force? Est-ce une faiblesse? Surtout, qu'est-ce que c'est? On va commencer avec cette première question, Veyana. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors merci de le préciser parce qu'effectivement, l'hypersensibilité, ce n'est surtout pas une maladie, pas un trouble, ni une pathologie. Effectivement, c'est un trait de personnalité, un tempérament. Les anthropologues même parlent de nature, une nature d'être et une façon d'être au monde. Et justement, en préparant cette émission, on en a discuté un petit peu ensemble. L'idée reçue vient peut-être du fait que le mot hyper soit beaucoup lié à des troubles, hyperphagie, etc. Donc là, on se dit hypersensible, donc forcément, c'est un trouble, c'est une maladie, alors que ce n'est pas le cas. Il y a 30 ans, justement, les recherches avaient commencé en Amérique et la chercheuse, justement, Hélène Aron, parlait de sensibilité élevée. Et quand c'est arrivé en Europe, on a parlé effectivement d'hypersensibilité. Aujourd'hui, le docteur Saverio Tomasella, qui justement est docteur en psychologie, parle de haute sensibilité qui conviendrait effectivement mieux aux personnes qui ont cette haute sensibilité parce qu'ils n'aiment pas justement être stigmatisés. Il n'y a pas d'étiquette à mettre, mais c'est justement une capacité, une façon d'être au monde. Et donc, plus respectueux effectivement de ces personnes. Je vois que ça te fait quelque chose d'avoir ce terme de personne à haute sensibilité plutôt que hypersensible. Tu te reconnais dans ces termes? Oui, tout à fait, je me reconnais parce que quand on dit hyper, c'est le trop. Oui. Donc trop plein d'émotions. Et ce que j'aime aussi entendre, c'est ce rapport au monde, en fait, finalement, cette sensibilité peut-être exacerbée, haute, dans ce rapport au monde qui peut créer parfois une différence. Alors justement, rentrons dans les détails. Comment ça fonctionne chez toi, cette hypersensibilité ou plutôt cette haute sensibilité? Oui, alors c'est difficile d'en parler puisque c'est moi-même. Mais je pense qu'effectivement, pour revenir sur ce qu'on disait sur ce rapport au monde, je suis effectivement très sensible aux petits détails, aux petites choses de la vie. Je suis aussi pas mal dans l'hypervigilance. Donc comment dire, c'est plein de petits stimulus, en fait, j'ai envie de dire, qui font que finalement, ça me rend passionnée, mais à la fois, ça peut aussi me mettre dans des déprimes, des fatigues. Donc, c'est un peu des ascenseurs émotionnels que je vis, qui sont très intenses, que j'ai beaucoup réfrénés. Je l'ai beaucoup vécu intérieurement. Parce que justement, je voyais bien qu'à l'extérieur, ça questionnait. Donc, du coup, je préférais le vivre intérieurement. Mais le corps parlait. Par exemple, dès qu'on m'a interrogée quand j'étais petite, je devenais rouge écarlate. J'avais des réactions du corps. Tu me parlais de ta joie qui s'exprimait physiquement. Voilà, c'est ça. Oui, tout à l'heure, hors plateau, effectivement, quand j'étais petite, quand j'étais contente, je faisais comme ça. Voilà. Et encore aujourd'hui, j'ai des tics comme ça. C'est-à-dire que vraiment, il y a une forme de... On sait que l'émotion, c'est une énergie qui parcourt le corps. Et donc, du coup, il y a vraiment cette énergie intense qui est à l'intérieur et qui a besoin d'exister, besoin de vivre, mais dans un environnement, dans une société qui ne le permet pas toujours. Et donc, voilà ce que je peux en dire. Alors, on ne vit pas forcément tous avec une étiquette. On ne naît pas en sachant que, tiens, nous, on va être une personne à haute sensibilité ou pas. Du coup, Veyana, est-ce que tout le monde peut être potentiellement hypersensible? Alors, les recherches montrent effectivement que c'est comme un continuum. Il y aurait à peu près 20 à 30% de personnes à sensibilité moindre, on va dire,
d'autres 40, les chiffres sont un peu approximatifs, 40% à sensibilité moyenne et 30 à 31% de personnes hautement sensibles. Et aujourd'hui, on parle même de personnes à haut potentiel sensible. D'accord. Mais une question qui tourne beaucoup autour de l'hypersensibilité, est-ce qu'on le devient ou c'est un trait qui nous est propre dès la naissance? Alors, il y a des recherches qui montrent effectivement qu'on naît, la plupart des personnes hautement sensibles naissent justement sensibles, hautement sensibles, parce qu'il y a des pistes justement sur la génétique, l'épigénétique, et les recherches sont vraiment intéressantes actuellement, et sur 30 ans, elles ont bien évolué sur ce sujet. Et parfois, il y a des circonstances ou des événements qui font qu'on va développer quand même une hypersensibilité. Donc ça, c'est un autre champ, si tu veux, un autre domaine. De ton côté, Aurélie, comment est-ce que tu as su que tu étais hypersensible? Est-ce que ça vient d'une démarche personnelle, une recherche personnelle? C'est un peu ce que j'ai appelé mon chemin vers l'authenticité, c'est-à-dire qu'enfant, j'ai beaucoup travaillé je me suis beaucoup renfermée, j'ai essayé de créer un personnage comme beaucoup, je me suis formatée finalement à l'image qu'on voulait de moi. Et finalement, c'est à un moment donné où j'ai voulu vraiment exister, j'ai commencé à me former, j'ai commencé par le coaching par exemple, qui demandait du coup de travailler sur soi, d'être coaché avant tout. Et à chaque fois que je parlais de moi, je pleurais. Donc voilà, donc je pense que ça a démarré là. Et puis après, dans le cadre de mon métier, des recherches, des lectures, qui ont fait que petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ce que je vivais, les émotions, au contraire, c'était une richesse et non pas quelque chose à mettre sous le tapis. Et voilà, ce que j'ai appelé mon chemin vers l'authenticité. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, si on parle de cette hypersensibilité, Vaiana, il y a des différences entre les hommes, les femmes et chez l'enfant? Comment ça se manifeste? Alors aujourd'hui, on sait que maintenant qu'il y a la parité, ça veut dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont concernés par la haute sensibilité. Sauf qu'effectivement, certains hommes ont du mal à se dire hautement sensibles parce qu'effectivement, dans les sociétés actuelles ou patriarcales où il y a un virilisme, des fois, c'est assez compliqué d'en parler. Donc on le voit d'ailleurs, nous, autour de nous, quand on a un garçon qui pleure, on va lui dire « non, les garçons, ça pleure pas », etc. Voilà. On parle de cette hypersensibilité, ça se manifeste de diverses manières. Aurélie, de ton côté, avant d'avoir le cœur net, est-ce que cette hypersensibilité pouvait se confondre avec d'autres choses, comme par exemple des troubles anxieux, puisque c'est souvent des témoignages qui vont dans ce sens. Est-ce que c'était la même chose de ton côté? Bien sûr, moi je pensais que j'étais une grande stressée, d'ailleurs je l'ai dit encore, que j'étais de nature anxieuse, hyper vigilante, beaucoup aussi... une fatigue aussi, donc j'ai beaucoup recherché aussi sur ça, qu'est-ce qui fait que je suis autant fatiguée, est-ce que finalement je suis normale, est-ce que j'ai pas des problèmes de sommeil parce que je faisais aussi des insomnies, donc une forte culpabilité, donc forcément tu vas rechercher des explications en fait, à des troubles. Voilà, moi je me sentais effectivement, je me dis je suis pas normale, j'ai des troubles, peut-être que je manque de vitamines, peut-être que je manque de sommeil, etc. Et d'une recherche à une autre, tu as abouti exactement, à l'hypersensibilité. Ouais. Est-ce que les signes qu'elle vient de citer, finalement, Vaiana, c'est les signes principaux que l'on peut voir chez une personne hypersensible? Déjà, si on se reconnaît dans tout ce que Aurélie a pu dire, il faut commencer à se poser des questions? Oui, exactement, parce que les personnes hautement sensibles vont avoir un traitement de l'information très profond, donc vont analyser, comprendre. C'est pour ça que parfois, dans l'extrême, ça peut amener à des ruminations. Quand la personne hautement sensible apprend à se connaître, elle apprend aussi des techniques pour justement réguler cette pensée qu'on appelle un peu en popcorn, parce que ça va dans tous les sens. Cette sensibilité aussi accrue aux stimuli, ça peut être justement éviter aussi des endroits trop bruyants, parce que ça va saturer. Les personnes aussi vont détecter des odeurs de manière très accrue. Les vêtements aussi, les textures, c'est compliqué. Les étiquettes, on va avoir un enfant qui va dire « Ah, ça me pique. » Puis en tant qu'adulte, on peut dire « Mais non, mais c'est rien. » Mais en fait, ils ont des sensations vraiment très, très fortes. Et ça peut être comme une sensation d'aiguille dans la peau. Donc c'est pas forcément que des émotions, mais ça peut être physiquement carrément. Et ça passe par les 5 sens. Donc l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat... Et ça, c'est très important parce qu'en fait, plus on apprend à comprendre aussi en tant qu'adulte la haute sensibilité, plus on arrive aussi à accompagner son enfant. Alors, je fais l'erreur volontairement. Oui. Comment est-ce que se passe un diagnostic? En fait, il n'y a pas de diagnostic. Le terme n'est pas le bon puisque ce n'est pas une maladie, on le répète encore une fois. Mais par contre, comment est-ce que se passe cette évaluation, savoir si on est hypersensible ou pas? Est-ce qu'il faut aller voir des spécialistes? Est-ce qu'il faut le faire en fonction de certaines choses? Comment ça se passe?
Alors, chaque situation est singulière, effectivement, en fonction de la personne, de son histoire, de son environnement. Il y a des environnements qui favorisent, en fait, l'expression de cette sensibilité. Et quand c'est le cas, effectivement, il y a des personnes qui vont s'informer, aller chercher des informations auprès des professionnels, dans des livres, sur des sites Internet. Et quand ils vont pouvoir, effectivement, repérer ces spécificités-là, ils vont se dire, bon, ben voilà, ma fille, mon enfant est hyper empathique, il a besoin de justice tout le temps, d'équité, il traite des informations très curieux, il a de l'humour, il est sensible, il peut faire des crises des fois de colère. Toutes les émotions peuvent être vraiment amplifiées. C'est comme si ces personnes-là avaient des amplificateurs internes. Et donc à ce moment-là, si on va justement chercher, explorer, on trouve des réponses et on peut apprendre à mieux se connaître. C'est vraiment une question de connaissance de soi et pas forcément de diagnostic. Mais il arrive que dans certaines situations, il y ait des complications, il y ait des traumatismes, il y ait des environnements qui soient très déstabilisants. Et à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas hésiter à les consulter. Un médecin, des professionnels, mais que ça soit au centre de la mère de l'enfant, au Faret Tamara, dans des associations, associations parents autrement, à Piora, enfin, tout interlocuteur est intéressant à les rencontrer puisque justement on peut en parler. Et puis, toute la difficulté vient surtout du fait que l'hypersensibilité n'intervient pas forcément seule. Non, pas forcément. Et des fois, ça peut être, par exemple, nous, on rencontre des jeunes qui vont avoir ce qu'on appelle les refus anxieux scolaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus retourner à l'école parce qu'ils perçoivent aussi l'ambiance des classes. Ils vont être très empathiques envers leurs camarades, donc du coup, qui ne supportent plus forcément les groupes. Et à ce moment-là, effectivement, c'est important qu'ils puissent aussi trouver d'autres endroits où parler. Donc, ça peut être dans des endroits associatifs ou de soutien public, en fait, avec au niveau justement des structures, des établissements publics de santé mentale. De ton côté, Aurélie, est-ce qu'il y a une forme de soulagement après coup d'avoir l'évaluation, de te dire, ben tiens, ça y est, je sais, je suis hypersensible. Est-ce que tu t'es senti mieux de pouvoir mettre un mot sur ce que tu ressentais? Des mots, et puis j'ai soulagement aussi à entendre Vaiana en parler, parce qu'effectivement, c'est tout ça à la fois. C'est beaucoup de choses, et finalement, on ne sait pas non plus comment l'expliquer quand on le vit, mais j'entendais aussi le mot éponge. Et c'est vrai que moi, enfant, j'étais l'éponge et je vivais pour les autres, parce qu'effectivement, le moins de petits, il y a cette forme d'empathie aussi qu'on a, mais c'est vraiment au-delà de ça, moi, j'avais cette capacité de voir tout de suite la personne qui allait pas bien, et du coup, même limite à pas être bien avec elle. Donc, je mélangeais finalement mes ressentis avec les ressentis des autres. Donc, tu multiplies ça avec une classe, par exemple. Bon, bah, tu vois un peu, voilà. Ou un groupe de travail. Et ça m'a mis en difficulté scolaire, effectivement, au collège. Et donc, j'ai eu une perte d'estime de moi. Enfin, voilà. Et finalement, oui, c'est vrai qu'à travers ce chemin et le métier que j'ai choisi de faire ensuite, qui est du coup dans l'accompagnement de l'humain, oui, je me sens soulagée et puis surtout heureuse de pouvoir aussi accompagner d'autres personnes, et surtout de pouvoir montrer, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une maladie, au contraire, c'est une richesse, c'est une force. C'était ma question du début, finalement. Est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que c'est une force? Parce que c'est vrai que quand on fait ces recherches sur l'hypersensibilité, on voit beaucoup de choses négatives. Apparemment, les hypersensibles sont plus exposés à la difficulté émotionnelle, au burn-out, à la dépression, à la surcharge émotionnelle. Mais finalement, Vaiana, les hypersensibles, les personnes à haute sensibilité ont aussi de grandes qualités. L'empathie, la créativité, la loyauté, c'est tout ça en même temps? Exactement, c'est des personnes qui sont très sensibles, et justement il y a Zao de Zagazan, qui est une chanteuse, autrice, compositrice, qui dit justement être sensible, c'est être vivant, et on n'est jamais trop vivant. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement c'est des personnes qui sont très reliées, et c'est une richesse quand on apprend à la connaître. Et aussi à un moment donné aussi, ces personnes-là ont besoin de calme parce qu'elles ont justement une batterie sociale, une batterie énergétique qui va vite se vider parce qu'elles sont hyper connectées, on va dire. Et donc, du coup, elles ont besoin effectivement d'avoir ce sentiment, à un moment donné, d'être seules, en fait. Et c'est pas un sentiment de solitude de je veux rester seule parce que, voilà, j'aime pas les autres. C'est au contraire, c'est parce qu'elles sont hyper empathiques. Et donc, du coup, elles ont besoin à un moment donné de se retrouver avec elles-mêmes dans ce milieu, dans cet endroit de protection, de préservation, en fait, de son énergie aussi. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la société actuelle, Aurélie, met souvent les hypersensibles en difficulté, j'ai l'impression, entre la multitâche, la surinformation, le surstimuli.
Oui, bah, la société, elle est dans le hyper, j'ai envie de dire, hyper trop. Et c'est vrai que c'est pas évident de se retirer. Mhm. Le rythme aussi, qui t'oblige aussi, les mails, les stimulus. Et puis en plus, l'hypersensible, il est très perfectionniste aussi. Donc, parce que je parlais tout à l'heure de culpabilité, donc c'est sans cesse. C'est vraiment l'énergie contre soi plus que contre les autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc, ça, du coup, déjà, je me surcharge moi-même. Donc, pour pouvoir justement m'améliorer, faire du mieux que je peux, donner le meilleur de moi-même, etc. Donc, je suis très exigeante avec moi-même. Et la société demande encore plus d'exigence, quoi. Donc, finalement, c'est très compliqué. Et de se retirer, c'est pas évident quand on est salarié, par exemple, même si je trouve que les entreprises ont fait beaucoup de progrès en la matière, avec la QVCT et des espaces aussi qui le permettent, mais il y a quand même cette image, et puis l'hypersensible est très sensible aussi au regard des autres, donc faut vraiment que ça puisse être accompagné, et puis que ce soit reconnu. Et à contrario, il y a des métiers ou des environnements qui conviennent le mieux aux personnes à haute sensibilité. On parle souvent des métiers de l'écoute, de l'art, de la recherche. J'aime beaucoup les métiers de l'écoute, je viens de me rendre compte, puisque tu es formatrice, tu écoutes beaucoup. Ceux qui permettent l'autonomie, le calme, c'est tout ça en même temps qui permet aux hypersensibles de mieux vivre leur hypersensibilité, Vaiana? Oui, tout à fait. Et en même temps, ça me fait penser un peu à ce que Fabrice Midal, le philosophe, disait. Le seul métier que l'hypersensible ne peut pas faire, c'est dictateur. Donc, en fait, ça dépend d'énormément de facteurs, des conditions de travail. Mais sinon, effectivement, ce qui est important, que la personne hautement sensible aille vers la voie qui lui plaît. Alors, tout est possible. La question qui revient souvent, du coup, quand on parle d'hypersensibilité, c'est, et je te la pose, comment mieux vivre avec son hypersensibilité, Aurélie? Est-ce qu'on apprend à reconnaître ses limites? Est-ce qu'on adapte son quotidien? Comment ça se passe? Oui, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le rythme. Donc, on parlait tout à l'heure de s'accorder des pauses qui étaient difficiles pour moi, parce que j'ai tellement énormément de choses à faire, enfin, j'ai envie de faire, donc du coup, c'est vrai d'apprendre à ralentir. Et puis aussi, excuse-moi, je perds un petit peu le film, il y avait quelque chose que j'avais envie de dire tout à l'heure aussi, c'est que finalement, être hypersensible, c'est pas non plus mettre le focus, accepter que les émotions qui sont agréables et qui nous portent, c'est aussi accepter qu'il y a des moments où on va pas bien. Et ça, j'ai beaucoup appris, parce que moi, je suis quelqu'un qui peut être aussi, même si les gens ne me connaissent pas comme ça, triste. Donc, j'ai des gros moments aussi de déprime, de tristesse. La tristesse m'accompagne beaucoup depuis toute petite. Et j'ai appris finalement à accueillir cette tristesse et à l'écouter. Et finalement, c'est en acceptant, tout comme j'ai appris aussi à accepter de rougir, et c'est comme ça que c'est parti, c'est ce à quoi je résiste, persiste, ce que j'embrasse s'efface. Et finalement, c'est apprendre à accepter toutes les parts de soi-même, de cette sensibilité. Et c'est ça qui va nous aider à traverser même les moments les plus difficiles, parce que j'ai eu des moments très difficiles à passer aussi. Et finalement, cette hypersensibilité, elle a été, parce que justement j'ai appris à l'accueillir et j'ai appris à m'accepter telle que j'étais, elle a été une force. C'est beau ce que tu nous dis là. Et dans le même sens, Vaiana, parce qu'on n'est pas tous forcément hypersensibles, mais peut-être qu'on en a dans nos proches, comment est-ce que on peut aider des proches qui sont hypersensibles sans forcément étouffer la personne? C'est une très bonne question. Et je souhaiterais justement citer un site qui s'appelle Fragile Power. .eu, où justement toutes les personnes peuvent trouver des informations. Il y a un guide européen qui a été justement fait à la fois pour ceux qui accompagnent les enfants, les éducateurs, mais aussi autour de nous. C'est comment on apprend à reconnaître ces personnes-là et à mieux les accompagner. Donc fragilepower.eu et l'Observatoire de la sensibilité aussi, qui sont des références pour vraiment s'informer. Plus on s'informe, plus on apprend à comprendre, à se comprendre et à comprendre notre entourage et effectivement à mieux vivre ensemble. Et les références, justement, on en aura à la fin de l'émission. Mais avant, il faut rappeler, l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. On a la réponse à la question que l'on a posée en début d'émission. Apprendre à la comprendre, c'est se donner plus de possibilités à vivre de plus en accord avec soi-même. Je vais trouver mes mots. Et si on s'écoutait un peu plus, peut-être qu'on apprendrait tous à mieux se comprendre. C'est justement ce que l'on voit dans vos questions express. Yorana tout le monde, je me présente rapidement, je m'appelle Heya Rivong et je suis neuropsychologue à l'Institut Synapse.
L'hypersensibilité n'est pas un diagnostic, c'est un mot un peu qu'on va retrouver dans le langage un peu grand public, mais sur le terrain, on va globalement retrouver 3 grands volets. Ce qu'on appelle l'hypersensibilité émotionnelle, l'hypersensibilité sensorielle, et puis on peut retrouver aussi une sensibilité un peu accrue au traitement de l'information. Pourquoi dans le TDAH, par exemple, on le retrouve souvent globalement sous 2 mécanismes. On sait aujourd'hui que le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, il ne concerne pas que l'attention et les fonctions un peu cognitives, mais également on va beaucoup retrouver ce qu'on appelle des dysrégulations émotionnelles, c'est-à-dire que la personne, elle rencontre quelques difficultés dans la gestion de ses émotions. Ce qui va amener des personnes qui vont être, où rapidement, un événement de la vie peut rapidement déclencher une émotion qui va être vécue de manière un peu intensive, va activer un peu le corps, le rythme cardiaque, modifier la respiration, etc. Et que la personne va avoir un peu de mal à justement redescendre un peu et calmer ce système nerveux. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le TDAH ou dans d'autres profils comme le haut potentiel intellectuel, par exemple. Aujourd'hui, sur ce type de registre-là, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'il va y avoir des facteurs un peu génétiques de prédisposition, mais il y a aussi des facteurs épigénétiques, un mot compliqué, mais qui dit que l'environnement va façonner l'expression de mes gènes. En fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir une part génétique dans le sens où on va prendre par exemple l'exemple du haut potentiel ou du TDAH. Ben oui, il y a une composante génétique de ces particularités en termes de fonctionnement, mais également on sait que l'environnement peut favoriser l'expression justement de certains gènes ou de moduler un peu notre façon de gérer nos émotions au quotidien. C'est un gros package et la compréhension pour une personne hypersensible, elle doit tenir compte de ça aussi parce que c'est ce qui va l'aider à apprendre justement à gérer ses états et à moduler et dans certains cas à ajuster son environnement. La première chose, c'est de comprendre, c'est-à-dire donc sous quel versant se présente cette hypersensibilité. Est-ce qu'elle est récente, c'est-à-dire liée à un événement, une fatigue un peu quotidienne, une surcharge au travail, ou est-ce que c'est un fonctionnement qui est plus ancien? Donc la première chose, c'est de comprendre un peu ces aspects-là. Comprendre, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs? Par exemple, oui, je suis dans une période où au travail, je suis surchargé et du coup, je sens que sur le plan émotionnel, j'ai un peu plus de difficultés de régulation, etc. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que des fois, certains ajustements du quotidien, travailler sur sa charge mentale, etc., va permettre de moduler cette sensibilité. Si c'est quelque chose d'ancien, à ce moment-là, on a toujours un peu fonctionné comme ça et que ça a un impact dans les actes de la vie quotidienne, ça impacte mon travail, mes relations à l'autre, ça m'handicape dans la vie, à ce moment-là, on peut mettre en place un travail sur cette régulation. Toute technique de régulation, que ce soit avec un psychologue, un neuropsychologue ou tout praticien qui a été formé à la régulation physiologique, l'objectif, 1, de comprendre cette hypersensibilité, 2, de pouvoir apprendre à prendre le contrôle dessus. Vous apprendre à réguler votre état physiologique pour, si ça concerne les émotions, les émotions, on va les vivre, mais on va apprendre à redescendre plus rapidement par des mécanismes physiologiques comme la respiration, la régulation de la cohérence cardiaque, de la variabilité de la fréquence cardiaque, etc. Encore une fois, ce travail dans l'hypersensibilité, c'est pas pour désensibiliser la personne, on veut pas la changer. On veut lui apprendre à prendre le contrôle sur cette sensibilité. Et pour rester toujours sur ce sujet avec vos meilleures références, on va commencer avec un site, santé.fr tout simplement, qui est le site du service public d'information français en santé au sein du ministère en charge de la santé. Et sur ce lien, l'hypersensibilité, c'est quoi? Vous avez la définition, les cause, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas l'explication, les signes cliniques, et on le rappelle encore une fois, ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas de diagnostic, mais plutôt des évaluations. Et pour finir, un livre fort comme un hypersensible de Maurice Barthélémy et de Charlotte Wills, un magnifique livre qui résume tout par son titre, car oui, l'hypersensibilité peut apporter son lot de difficultés, c'est vrai, mais il faudrait peut-être arrêter de voir la différence comme une faiblesse ou un défaut et plutôt comme une force. C'est l'histoire d'un homme qui a découvert son hypersensibilité et qui souhaite partager cette magnifique expérience, ses sentiments au quotidien, ses sens exacerbés. Et il y a même un petit parallèle avec The Mentalist, la série, mais sans résolution d'enquête criminelle, vous vous en doutez bien.
De ton côté, pour terminer, Vaiana, rapidement, il y a aussi d'autres références, il y en aurait plein à citer, mais ce qui est important à dire, c'est que ça touche aussi les enfants et qu'il y a des références pour aider les enfants et les parents à mieux comprendre l'hypersensibilité. Exactement. Donc, il y a des évaluations qu'on peut trouver sur les sites internet. Donc, Hélène Aron a mis justement sur son site un test sur l'hypersensibilité. Aussi, l'Observatoire justement de la sensibilité a un autre test un peu plus complet. Et dans les livres, justement, comme celui de Mon enfant hérisson, de Stéphanie Couturier, et la Bible de l'hypersensibilité, on peut trouver aussi des tests un peu plus spécifiques pour les enfants. Donc, on parle justement d'enfants orchidées, d'enfants tulipes ou d'enfants pissenlits. Bon, à Tahiti, on ne va pas trop l'appliquer parce qu'on a d'autres types de fleurs, mais pour dire que les pissenlits sont fragiles, les tulipes ont besoin de soins, mais pas trop non plus, et les orchidées ont besoin vraiment de soins. Et par exemple, on pense ici à Tahiti, les orchidées sont sous serre. Et donc, les enfants orchidées ont besoin effectivement de cet espace favorable où ils sont un peu protégés de la surstimulation extérieure. Donc, on n'hésite pas à se rapprocher de toutes ces références. Merci beaucoup, Vaiana. Avec plaisir. Et merci pour ton témoignage aujourd'hui, Aurélie. Merci, Harry. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission à 18h. Votre vie à Tahiti. Maururu Tatato Farerir A. Trahuma Parheana.